Bonjour Jean-Paul Chagnolot. Bonjour. Voilà donc 24 heures qu'Israël a abattu Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah depuis 32 ans. On va essayer de poser des mots un petit peu ce matin et d'explorer un petit peu ce qui s'est passé, les conséquences possibles évidemment. Mais d'abord vous, la situation actuelle après ce qui s'est passé, comment vous la qualifiez, vous qui connaissez bien la région ? Écoutez, je crois que c'est une séquence évidemment très importante, un tournant incontestablement dans l'histoire de ces conflits. Parce que nous sommes maintenant dans une escalade militaire qui va à son tour produire beaucoup d'effets, quoi. Et je pense que c'est lié à une stratégie très claire de Netanyahou qui consiste au fond en un mot à dominer la région. Et je crois qu'il faut comprendre, si on élargit un peu le spectre, qu'il y a trois secteurs, trois régions. Il y a Gaza, où aujourd'hui évidemment les choses sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire dramatiques. Les troupes israéliennes ont réussi à maîtriser l'essentiel de la situation et ont pu même se dégager pour aller vers le nord. Ensuite, il y a cette offensive qui ne va pas s'arrêter, à mon avis, sur le Liban, avec toutes les étapes que chacun connaît aujourd'hui. Et puis, il y a un troisième front qu'on a un peu négligé, mais qui est fondamental dans la stratégie Netanyahou, c'est la Cisjordanie. La Cisjordanie, l'idée pour lui, c'est de faire en sorte qu'on puisse la coloniser. Voilà le spectre global. On va revenir effectivement sur la stratégie d'Israël, mais d'abord, ce matin, les regards se tournent quand même beaucoup vers l'Iran, qui a réagi, j'allais dire, peut-être pas mollement, mais en tout cas pas avec le caractère menaçant qu'elle peut avoir quelquefois. Demande de convocation du Conseil de sécurité de l'ONU, deuil national. Est-ce que l'Iran va devoir aller un peu plus loin que de simples mots ? Je crois que fondamentalement, cette guerre n'est pas la sienne, n'est pas la guerre de l'Iran. Le 7 octobre n'est pas lié à l'Iran. Et la mort d'Hassan Nasrallah un peu plus. Et la mort l'impact, mais je veux dire, il peut être entraîné dans une guerre, mais ce n'est pas l'Iran qui a choisi ses engagements et ses affrontements. Et puis surtout, je crois que depuis l'arrivée d'un nouveau président, qui est Massoud Pezeshkian, les orientations stratégiques ont quand même évolué. Et la preuve en est, c'est que dans son gouvernement, il y a un ministre des Affaires étrangères qui a immédiatement pris langue avec les Américains pour revenir sur la question nucléaire, ce qui est absolument essentiel. Et puis il faut bien comprendre aussi que ce régime, aussi détestable soit-il, en particulier par rapport aux femmes et par rapport à beaucoup d'aspects très autoritaires, violents, est aux prises avec des questions économiques et sociales majeures. Et donc se lancer dans une guerre aujourd'hui, c'est à la fois alourdir les problèmes qui sont ceux de l'Iran, et puis il y a un point qui est assez décisif finalement, c'est mettre en danger le régime lui-même. Et ça, c'est un élément qui est assez fondamental. Et donc pour toutes ces raisons, je ne vois pas l'Iran en train de s'engager. Alors il est presque entraîné, mais la réaction est tout de même claire. Le président iranien, à l'Assemblée générale des Nations Unies, a appelé un cessez-le-feu. C'était il y a quelques jours, et maintenant, il réclame une réunion du Conseil de sécurité. Alors on va avoir droit, bien sûr, comme on l'a eu droit hier ou avant-hier, à des déclarations incendiaires, mais dans la réalité, je pense que l'Iran ne va pas aller plus loin, et je pense aussi que Netanyahou le sait. Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi le fait que l'Iran, clairement, a pris un camouflet, qui n'est pas le premier, la mort d'Ismaïl Haniyeh, chef du Hamas, il y a quelques semaines, quelques mois, sur le sol iranien en était un autre. Est-ce que ce n'est pas une explication aussi à leur réaction assez timorée ? Non, je pense qu'il y a des questions de fond là, derrière ça. C'est-à-dire que depuis des mois et des mois... Et en gros, pardon, je complète, mais le fait qu'ils n'ont pas les moyens finalement que de riposter. Mais oui, mais quand on dit ils n'ont pas les moyens, ça signifie qu'ils voudraient le faire. Et moi, je pense qu'ils ne veulent pas le faire. C'est-à-dire que je me place en amont par rapport à votre question. Bien sûr, je peux me tromper, mais je crois que c'est vraiment ça. Parfois, on adapte sa stratégie à ses moyens. Oui, mais bien sûr, mais je pense que leur stratégie n'est pas là. Il y a depuis plusieurs années des inflexions, et en particulier depuis quelques mois. Et j'ajouterais un point tout de même. Quand on parle de l'Iran, on a toujours tendance à le diaboliser, quelquefois pour de bonnes raisons, s'agissant du régime dans sa politique intérieure. Mais finalement, il avait signé en 2015, avec un président qui à cette époque-là était aussi modéré, un accord sur le nucléaire. Et qui est sorti du nucléaire ? C'est pas l'Iran qui a décidé de finalement donner un grand coup de canif dans les accords qu'il avait signés. Ce sont les États-Unis de Donald Trump. Et je vous rappelle juste un mot, entre 2015 et 2018, il y a eu beaucoup d'entreprises, de multinationales qui sont venues en Iran avec l'espoir justement qu'ils allaient pouvoir s'insérer dans le marché iranien. Et ça s'est brutalement arrêté. Donc on a une
une période grise pendant plusieurs années, et là on revient à nouveau vers ces négociations possibles avec l'Iran. Le choix du moment par Benjamin Netanyahou, est-ce qu'il est dicté par ce que vous décrivez là, justement du fait que ce nouveau président iranien ait repris langue avec les Américains et que Netanyahou a senti qu'il y avait une fenêtre là? Je pense que Netanyahou a l'intelligence des situations géopolitiques. Et je pense qu'il est parfaitement lucide sur ce qui se passe en Iran et la décision iranienne de ne pas s'engager plus qu'il ne le faut, c'est-à-dire essentiellement sur un plan diplomatique. Mais d'un autre côté, il a la conviction, la certitude, et là il a raison, c'est que les Occidentaux ne feront rien pour l'empêcher d'agir comme ils le souhaitent. Nous sommes en plus dans une fenêtre très particulière qui est, on est à 5 ou quelques semaines du 5 novembre. Et ça signifie deux choses. Ouais. Ça signifie deux choses. Oui, la première, ça veut dire que les Américains ne peuvent pas critiquer Israël aujourd'hui, évidemment, moins que jamais, car il y a des fondamentaux qui font qu'ils ne critiquent jamais vraiment Israël. Mais là, ils ne peuvent pas le faire parce que l'électorat pourrait tout de suite sanctionner ce genre de déplacement. Et puis, le 5 novembre, il peut espérer que Trump va arriver. Donc il y a quelques semaines où il sait qu'il a les mains libres. Il n'y a guère que la France aujourd'hui pour dire arrêtez, même si les Américains ont aussi proposé un cessez-le-feu, mais timidement, de manière timorée. Il n'y a que les Français qui aujourd'hui disent il faut un cessez-le-feu et il ne faut pas aller engager une offensive terrestre. Voilà, et donc il sait tout ça et il en joue avec une intelligence politique assez redoutable. Israël dit, et Benjamin Netanyahou dit qu'il s'agit de sécuriser la frontière, d'où l'attaque contre le Hezbollah. On voit qu'il y a encore des raids aériens qui se poursuivent ces dernières heures et ce matin. Est-ce que cette frontière, elle commence à être sécurisée? On sait que c'est un gros enjeu avec des dizaines de milliers d'Israéliens qui sont déplacés. Écoutez, sécuriser une frontière, comment est-ce qu'on sécurise une frontière? Vous croyez que c'est en envoyant des soldats qu'on sécurise des frontières? La réponse, on peut dire oui, à la condition que derrière... Je vais vous dire en évitant peut-être d'avoir des roquettes qui sont tirées... Oui, mais attendez, l'idée c'est qu'on peut effectivement établir un rapport de force, mais à la condition ensuite d'entrer dans le champ diplomatique et de dire voilà, maintenant, négocions. Or, c'est pas du tout la position de Netanyahou. Donc, sécuriser une frontière, c'est effectivement... Alors, on avait ce matin, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien qui dit si le Hezbollah est prêt à négocier, nous, on peut négocier. Oui, mais ça, c'est des mots, parce qu'en réalité, ce sont des mots, je vous le confirme. L'offensive terrestre, elle est prête. Les chars Merkava sont déjà à la frontière, et à mon avis, cette offensive va avoir lieu. Et il a... je dirais c'est imminent, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais c'est clair que cette offensive va se faire, parce que ça fait partie de l'ensemble de cette démonstration de force. Et je voudrais rajouter un point, si vous permettez, c'est qu'au fond, Netanyahou est dans une position... par rapport à ce que je viens de dire sur les Occidentaux, qui lui permet d'établir un rapport de force dont il se servira pour rester en situation et pas pour ouvrir des négociations. On va revenir, Jean-Paul Chagnolot, effectivement sur cette stratégie israélienne. On va continuer à la dérouler avec vous dans les prochaines minutes. D'abord, le fil info, 8h41, Claire Checaglini. 2 morts et 4 blessés, dont 3 grièvement. Bilan d'une fusillade hier soir dans le 14e arrondissement de Marseille. Un véhicule a été incendié à proximité du lieu du drame qui se trouve non loin d'un point de deal. Des dizaines de cibles du Hezbollah pilonnées par Israël encore ce matin au Liban. Dès hier, Benjamin Netanyahou avait prévenu que les jours qui suivraient l'assassinat d'Hassan Nasrallah seraient difficiles. Prise de parole du Premier ministre israélien lors de laquelle il affirme avoir atteint un tournant historique. Tournant que fuient les familles des employés de l'ambassade américaine au Liban. L'ordre d'évacuation a été donné hier par Washington. 63 morts dus au passage de l'ouragan Hélène aux États-Unis. État le plus endeuillé, la Caroline du Sud, avec 24 personnes décédées. Des millions d'Américains restent privés d'électricité. Les dégâts se chiffrent à plusieurs milliards de dollars. Julien Alaphilippe, Valentin Madouas ou encore Thomas Voeckler. Quelques-uns des coureurs français en lice pour défier l'ogre Pogacar. Fin du championnat du monde de cyclisme sur route à Zurich ce matin. Premier coup de pédale à 10h30. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et ce matin, Jean-Paul Chagnolot, président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée, Moyen-Orient, pour essayer de décrypter les causes et les conséquences de ce qui s'est passé hier, la chute, la mort de Hassan Nasrallah. Je vais y arriver. Je reste un moment sur Benjamin Netanyahou, parce que je ne sais pas si, parmi les multiples commentaires hier, Pierre Servant, par exemple, expert en stratégie militaire, disait qu'il est en roue libre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que c'est vrai. Je crois que pour les raisons que j'ai rapidement évoquées,
Je pense qu'il a aucune pression et aucune limite qui ne serait imposée, ni par les Américains, ni par les Européens, bien entendu, ni par les Nations Unies. Et par conséquent, il déroule effectivement le plan qui est le sien jusqu'au bout et qui va conduire à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait l'idée d'établir une domination, pas simplement sécuriser une frontière, mais bien plus que ça, parce que dans notre discussion, on n'a pas encore discuté de ce qui se passe à Gaza. Et ce qui se passe à Gaza est tout à fait lié, car il ne faut pas oublier que tout est parti de Gaza, et donc il faut y revenir. Et aujourd'hui, à Gaza, la situation est terrible. C'est au-delà simplement d'éviter la mise en danger de la population israélienne, selon vous ? Vous savez, quand un homme politique de ce type... C'est presque, vous le décrivez presque conquérant, à vous entendre. Mais franchement... Et là, il se renforcé, accessoirement, en interne. Attendez, oui, mais quand on entend un homme politique comme celui-là, il énonce un objectif sur lequel on peut forcément être d'accord, parce que faire rentrer les Israéliens chez eux, c'est tout à fait légitime. Mais ça occulte tout le reste. Et la vérité n'est pas seulement là. Bien sûr qu'il faut que ces Israéliens puissent rentrer chez eux, mais il faut aussi qu'on se préoccupe des 2 millions de Gazaouis qui aujourd'hui sont dans un dénuement le plus total. Et puis, juste un symbole. Mais c'est très important, je trouve. Nous sommes au mois d'octobre, c'est-à-dire, ou bientôt en octobre, avec la rentrée des classes. Mais la rentrée des classes pour les jeunes enfants gazaouis, qui sont des centaines de milliers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien. Ils n'ont plus d'école, elles ont été détruites. Pour les universités, je suis universitaire. Quelle est la réalité ? Il n'y a plus d'universités, elles ont été systématiquement détruites. Donc on est là dans un désastre humanitaire absolument terrible et on l'oublie. Et il faut prendre en compte ces éléments-là. C'est extrêmement important, car sinon on va aller de pire en pire dans un chaos pas possible. Donc je veux dire que ce qu'il veut, lui, c'est rester à Gaza. Contrôler Gaza et pas simplement sécuriser la frontière. Et j'évoquais tout à fait au début l'autre dimension, et on va le voir dans les prochaines semaines ou les prochains mois, c'est l'idée qu'il veut étouffer complètement la Cisjordanie de telle façon qu'il puisse continuer, qui est son objectif majeur, c'est-à-dire la colonisation de la Cisjordanie. Pourquoi la colonisation de la Cisjordanie ? Pour l'annexer. Moi, je lis la presse israélienne tous les jours et je vois bien que c'est vraiment l'objectif. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez l'objectif énoncé. C'est pas l'objectif global. Les objectifs fondamentaux sont autres. Quand il dit, Netanyahou, que la mort de Nasrallah fait avancer le retour des otages, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire par là qu'il y aura une pression supplémentaire sur le Hamas, voyant que son allié, et c'est vrai, est affaibli, et par conséquent, le Hamas, il l'a dit dans son discours aux Nations Unies. Le Hamas n'en est plus là. Oui, mais c'est ça qu'il veut dire. Mais en même temps, c'est tactique, parce qu'il veut aussi faire passer un message aux familles des otages en disant « je ne les oublie pas ». Alors qu'en fait, s'il avait vraiment voulu faire en sorte que les otages soient libérés, eh bien, il aurait accepté, il y a déjà plusieurs semaines, un cessez-le-feu qui aurait permis la libération des otages, qui aurait permis aussi d'éviter ce qui se passe aujourd'hui au Liban. C'est ça la vérité. Autrement dit, s'il a fait le choix de la diplomatie, on n'en serait pas là. Le Liban, c'est un drame, c'est des victimes civiles, c'est des personnes déplacées à nouveau. Mais si on prend un peu de recul, pour vous, la mort de Nasrallah, c'est une libération ou une difficulté supplémentaire ? Vous savez, le Liban, c'est un pays très fracturé, très divisé. Alors pour certains, dans certains milieux de la société libanaise, ça doit être un soulagement de voir que Nasrallah n'est plus là. Mais c'est évidemment un soulagement qui n'a pas beaucoup de sens, parce qu'il y aura forcément un successeur rapidement. Pour Avec d'autres, le même poids qu'Hassan Nasrallah ? Bien sûr que non, pas au début, bien sûr. On ne peut pas remplacer un... Donc ça veut dire que le Hezbollah, même politiquement, va être ébranlé quand même à moyen terme, au moins. Bien sûr qu'il est ébranlé. Bien sûr qu'il est ébranlé sur tous les plans. Mais je veux dire qu'il va rester et il va se reconstruire d'une façon ou d'une autre. Mais pour répondre à votre question, il y a ceux qui vont donc se réjouir de sa mort. Et puis il y a ceux qui, au contraire, on le voit bien, vont être absolument navrés, désolés, désemparés par la mort de Nasrallah et de l'affaiblissement du Hezbollah. C'est malheureusement le Liban, c'est ça. C'est 3-4 communautés, s'il ne faut jamais oublier les Druzes. Et par conséquent, on est dans ces jeux d'équilibre et ce rapport aux relations très complexes qui sont quelquefois des relations d'une très grande violence, évidemment, entre les uns et les autres au Liban. Ça, c'est l'histoire du Liban. Mais je crois que ça change la mort d'un personnage, juste une dernière phrase, la mort d'un personnage, aussi important soit-il, ne peut pas casser complètement l'histoire de l'enracinement d'une organisation dans un pays aussi complexe que le Liban. Politiquement, est-ce que ça change la donne dans ce pays qui n'a plus de gouvernement ? Est-ce que ça permet d'imaginer, de composer plus facilement un gouvernement ?
Bon, je pense que l'affaiblissement du Hezbollah. Je serais étonné. C'est aussi une force politique, hein, rappelons-le. Je n'ai pas la réponse à tout. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense simplement que le Hezbollah sera évidemment affaibli. Mais les fondamentaux qui sont derrière ça ne vont pas changer. Vous savez, nous sommes dans une histoire qui n'est pas une histoire de quelques mois, de quelques années, ni même depuis la création du Hezbollah dans les années 83-84, après l'invasion israélienne au Liban. Il faut se rappeler de ça. Mais je crois que c'est quelque chose de très profond. C'est toute la position entre les différentes communautés. Et en particulier, ça nous renvoie à l'histoire des chiites au Liban, avec Moussa Saad. Enfin, c'est toute une histoire. Donc, on entre dans un nouveau chapitre, certainement, mais c'est un chapitre où les fondamentaux seront toujours présents. Jean-Paul Chaniolo, la mort d'Hassan Nasrallah est une mesure de justice, a dit Joe Biden. Le même Joe Biden qui, quelques jours avant, avait appelé à un cessez-le-feu. Benjamin Netanyahou et la diplomatie, il l'a quelque part, j'allais dire presque ringardisé. Moi, je trouve que dire que c'est quand on se fait justice soi-même, ce n'est pas de la justice. C'est un règlement de compte. D'ailleurs, Netanyahou l'a dit très clairement, on a réglé nos comptes. La justice, c'est quand on va devant un tribunal, et en l'occurrence la Cour pénale internationale, et que la Cour pénale internationale prend des décisions. Avec toutes les limites que ça comprend en termes de réalisation de ces décisions. Oui, mais attendez, ce que je veux dire par là, c'est Biden, lorsque Netanyahou et Sinwar, le chef du Hamas, vont sans doute recevoir des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a demandé le procureur Karim Khan. Eh bien, la réaction de Biden à propos de cette affaire, c'était de dire que c'était un scandale, ou des mots de ce type, par rapport à Netanyahou. C'est-à-dire, quand il s'agit de la mise en œuvre de la justice pénale internationale, eh bien, il la critique, et quand il s'agit d'un assassinat ciblé, il parle de justice. Je trouve que c'est grave du point de vue de la relation internationale, rappelant évidemment que les États-Unis ne sont pas membres de la CPI et qui veulent tout faire pour effectivement la désarticuler. Merci beaucoup Jean-Paul Chaniolo, président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Merci d'avoir été l'invité du 8h30 France Info. Merci Bérangère Bonte, 8h50, le fil info Claire Chekaglini. Réveil sous les bombes israéliennes pour les Libanais ce matin encore. Hier, les raids de l'État hébreu ont fait 33 morts et 195 blessés. Bilan donné par le ministère de la Santé de Beyrouth. L'exécution de Nasrallah était une étape nécessaire pour changer l'équilibre des forces dans la région pour les années à venir, a expliqué Benjamin Netanyahou hier soir. Un assassinat pour lequel l'Iran appelle à la vengeance. Impensable que le bloc central renonce à la stabilité fiscale. Message passé par 27 députés macronistes dans la tribune dimanche et adressé à Michel Barnier, le Premier ministre qui insistait hier encore sur la nécessité d'augmenter temporairement les impôts pour les plus riches. Un automobiliste en garde à vue pour tentative d'homicide sur un policier. L'homme a foncé sur un fonctionnaire dans la nuit de vendredi à samedi à Fréjus dans le Var. Le policier demandait alors au conducteur de ralentir et de faire demi-tour suite à un accident. Football, suite de la 6e journée de Ligue 1. Match nul, 0 partout entre Lens et Nice hier soir. Lille est allé largement gagner au Havre, 3-0. Victoire de Monaco sur Montpellier 2-1. Aujourd'hui, 4 rencontres dont Strasbourg-Marseille à 20h45.